Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'actualité se dessine ce soir autour de ces grands titres. Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'administration guinéenne. Le secrétaire général du gouvernement entre officiellement en fonction. Une confiance renouvelée pour renforcer la coordination et l'efficacité de l'action publique, la bonne gouvernance comme fil conducteur. Les manœuvres deviennent moteur de développement, un complexe agro-industriel qui transforme la terre en opportunité pour la production et la transformation d'une jeune valeur mise en mouvement. Ce savoir-faire local ouvre des perspectives d'avenir. La diaspora guinéenne au cœur de l'action, les jeunes Guinéens engagés depuis l'étranger au service de la jeunesse, un complexe sportif et de loisirs pour Conakry et Koya, car le retour au pays devient un acte de développement. Bienvenue dans cette édition. La composition du prochain gouvernement se précise avec une première liste de 20 ministres sur les 29 attendus pour former la nouvelle équipe gouvernementale. La liste a été rendue publique ce lundi par un décret du président de la République, Mamadi Doumbouya. Cette annonce fait suite à une reconduction de Amadou Ouriba au poste de Premier ministre, chef du gouvernement, et à la présentation de la nouvelle architecture gouvernementale. Parmi les personnalités déjà désignées, 4 intègrent pour la première fois l'équipe gouvernementale, dont 2 femmes. Portrait de nouveaux membres avec Omar Marie. Le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a procédé ce lundi 2 février 2026 à la nomination partielle de son gouvernement. Une première liste de 20 ministres sur les 29 que comptera le prochain gouvernement a été dévoilée à la télévision nationale. Une annonce très attendue une semaine après la reconduction de M. Amadou Ouriba au poste de Premier ministre, chef du gouvernement, et la présentation de la nouvelle architecture gouvernementale. Si la continuité domine, cette nouvelle équipe se distingue aussi par une volonté d'ouverture marquée par l'entrée de nouvelles figures au profil varié, issues aussi bien de la justice et de la sécurité que du secteur social. Parmi les nominations les plus symboliques figurent celle d'Ibrahima Sori de Tunkara au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Magistrat reconnu, il s'est illustré en présidant le procès du massacre du 28 septembre 2009. Son arrivée envoie un signal fort dans un contexte où la crédibilité de l'appareil judiciaire reste un enjeu majeur de la refondation et de la vision du chef de l'État. Magistrat de carrière respecté dans le milieu judiciaire guinéen, Ibrahima Sori de Tunkara est l'ancien président du tribunal criminel ayant jugé le massacre du 28 septembre 2009. Réputé pour sa rigueur, son indépendance et sa maîtrise du droit pénal, son profil est perçu comme un gage de crédibilité judiciaire et de rupture avec l'impunité. C'est un choix symbolique fort pour assurer sur l'état de droit et la refondation de la justice guinéenne. Je remercie Dieu. Je remercie également Monsieur le Président de la République qui m'a nommé à cette lourde tâche. Je mesure l'ampleur de la mission et de la responsabilité qui sont les miennes dans les jours à venir. La justice est un secteur clé dans le développement d'un pays. Donc, je mesure toute la responsabilité qui sera la mienne. Je fais une main tendue à toute cette famille judiciaire et à tous les autres agents et fonctionnaires du ministère de la Justice qui font partie aussi de cette grande famille. Autre figure nouvelle, le général Ahmed Mohamed Ouri Diallo, nommé ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ancien inspecteur général des forces armées, son profil traduit la volonté des autorités de poursuivre les réformes déjà engagées et de renforcer la gouvernance sécuritaire ainsi que la protection des citoyens. Général de division aérienne,
Ahmed Mohamed Ourigallo est un officier supérieur de carrière issu des forces armées guinéennes. Pilote d'hélicoptères militaires, formé notamment en français au Cameroun, il a occupé des fonctions stratégiques au sein de l'institution militaire, dont celle d'inspecteur général des forces armées guinéennes. Titulaire d'un master en stratégie, défense et gestion de crise, il dispose également d'une expérience internationale acquise dans le cadre de missions de maintien de la paix des Nations Unies, etc. Son parcours, à la fois opérationnel et stratégique, en fait un profil de technicien appelé à piloter un département clé dans un contexte de réforme du secteur de la sécurité, de renforcement de la protection civile et de la confiance entre les forces de sécurité et les populations. L'ouverture s'exprime également sur le plan social et du genre. Deux femmes font leur entrée au gouvernement, confirmant la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, de dédier son septennat aux femmes et aux jeunes. Dans cette perspective, Patricia Adeline Lama, ministre entrante, prend les rênes du tout nouveau ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités, un département clé au regard des défis sociaux actuels, tandis que Haïti Sall hérite du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Haïti Sall est une figure reconnue de la gouvernance sanitaire avec une solide expérience nationale et internationale dans la réforme des systèmes de santé, la gestion des crises sanitaires et la mobilisation des financements internationaux. Titulaire d'un master en administration publique spécialisé en administration des services de santé, obtenu à Long Island University à New York, elle a bâti un parcours marqué par la modernisation des infrastructures sanitaires, le renforcement de la couverture sanitaire universelle et l'amélioration de l'accès équitable aux soins. Avant sa nomination, elle a occupé le poste de secrétaire général du ministère de la Jeunesse, après avoir occupé la même fonction au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, où elle a joué un rôle central dans l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de santé du plan national de développement sanitaire. Elle a notamment piloté plusieurs projets structurants soutenus par des partenaires tels que la Banque mondiale et l'Union européenne, contribuant à la mobilisation de plus de 400 millions de dollars pour le renforcement du système de santé guinéen. Son action a également porté sur la digitalisation du système d'information sanitaire, la gouvernance sectorielle, la préparation et la réponse aux urgences sanitaires, ainsi que le développement des ressources humaines en santé. Haïti Sall a également exercé comme chef de cabinet au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Cette expérience lui a permis de travailler au plus près des populations vulnérables et de développer une approche opérationnelle des politiques de santé publique. Son entrée au gouvernement marque une volonté de renouvellement et de professionnalisation de la gestion d'un secteur sous forte pression sociale et stratégique. Je suis animée par un sentiment de reconnaissance et de gratitude vis-à-vis du président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya, qui renouvelle sa confiance à ma modeste personne en me nommant ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Je suis animée par un sentiment d'engagement, par un sentiment de dévouement à rehausser le système de santé qui aujourd'hui est confronté à des défis énormes. Et le président de la République a placé la santé et le bien-être au pilier 5 de son programme de développement de 2040. Aujourd'hui, compte sur nous pour rehausser le niveau des indicateurs de santé, pour offrir aux populations guinéennes l'accès à des services de soins de qualité. Donc c'est un sentiment de fierté pour moi d'avoir l'opportunité de servir mon pays et de pouvoir participer activement au développement de la nation. Mon message à l'endroit tout d'abord des travailleurs du secteur de la santé, le secteur public et le secteur privé tout confondu, c'est un message d'unité, c'est un message d'union, c'est un message de solidarité et un message d'engagement collectif pour pouvoir ensemble hausser le système de santé. Quant à Patricia Adeline Lama, elle est juriste de formation et titulaire de master en droit privé. Elle présente un parcours à la croisée du droit, de l'entrepreneuriat et de la gestion.
a exercé des responsabilités dans le secteur bancaire, notamment dans les fonctions juridiques et de gestion, avant de s'investir dans la formation professionnelle et l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales. Ancienne responsable juridique et formatrice, elle est reconnue pour son engagement en faveur de l'autonomisation économique, de la promotion du leadership féminin et de l'encadrement professionnel. Sa nomination à la tête du ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités traduit ainsi une ouverture vers la société civile et le secteur privé avec un profil davantage orienté vers l'action, la gestion et les résultats que vers le militantisme politique et traditionnel. Merci à mon créateur pour le souffle de vie. Je vais aussi remercier le chef de l'État, le président de la République, son Excellence, Monsieur Mamadi Doumbouya. Je suis disponible et disposé à servir mon pays avec les membres de mon équipe. Monsieur le Président, dans son discours d'investiture, avait dit qu'il consacrait ce septennat aux femmes et qu'il doit une femme pour mener à bien cette mission. Donc, je suis là pour mener à bien cette mission qui a déjà été commencée par mes prédécesseurs et j'espère qu'avec Dieu, nous arriverons à mener à bien cette mission. Sur le front économique, le chef de l'État confie le ministère stratégique et élargi de l'économie, des finances et du budget à Mariama Silla. Précédente, elle a été une figure centrale de la campagne présidentielle. Un choix stratégique face aux enjeux budgétaires et de gouvernance économique. Son prédécesseur, Mourana Souma, change de cap et prend les commandes du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation, tandis que Fassine Silla hérite du ministère des Infrastructures. Aux côtés de ces nouvelles figures, plusieurs ministres clés sont reconduits, traduisant un souci de stabilité et de continuité dans l'action publique, notamment au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, avec le maintien du docteur Maurice Santa Kouyaté. Au milieu de la géologie avec Bourassila, à l'administration du territoire et de la décentralisation avec Ibrahim Khalil Condé. Ainsi, au ministère de l'Éducation nationale, la restructuration est majeure. Alpha Bakabari hérite le ministère regroupant l'éducation, l'alphabétisation et la formation professionnelle, tandis que le Dr Diakassi Dibé fait son retour à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. La stabilité gouvernementale se lie également à travers la reconduction de plusieurs figures clés. Félix Lama, ministre de l'élevage, Fassou Deya, ministre de la pêche et de l'économie maritime, Moussa Moïsila, ministre de la culture, du tourisme et de l'artisanat, qui revient plus renforcé, Ousmane Gawa, ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, Jami Diallo, ministre de l'Environnement et du Développement durable, porte-parole adjointe du gouvernement, Selou Baldé, ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que Tamba Benoît Kamano, ministre secrétaire général du gouvernement, et Elhadj Kamo Diawara, ministre secrétaire général des Affaires religieuses. Cette première liste ne constitue cependant qu'une étape. 9 ministres restent encore à nommer, laissant ouvertes les attentes sur l'équilibre final, le poids des technocrates et la profondeur réelle des réformes annoncées. Entre continuité assumée et ouverture ciblée, le nouveau gouvernement est désormais attendu sur le terrain des résultats, conformément à la vision et aux orientations claires de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mamadi Doumbouya. Et puisqu'on en parle, le renforcement de l'efficacité de l'action publique était au cœur de la cérémonie d'installation de Tamba Benoît Kamano, nommé ministre secrétaire général du gouvernement. À ce poste, il a pour mission d'assurer la continuité et la coordination de l'administration guinéenne sous l'autorité de Amadou Ouriba, Premier ministre, chef du gouvernement. La séance d'installation a servi de cadre d'échange sur les responsabilités du département et les défis liés à la mise en œuvre de politiques publiques dans une perspective de développement socio-économique. Aboubakar Diaby, Morlaï Souma, reportage. Nommé hier au compte du premier gouvernement de la 5e République, le ministre secrétaire général du gouvernement
Kamba Benoît Kamano est installé dans ses nouvelles fonctions. C'est au cours de cette cérémonie solennelle qu'il est investi comme le tout nouveau secrétaire général du gouvernement de la 5e République. Ce traditionnel exercice est supervisé ici par le vérificateur général de Guinée, le Premier ministre Amadou Riba. Ensemble, ils n'ont pas manqué de planter le décor de la nouvelle transformation économique et politique qui pointe à l'horizon. Cette cérémonie consacre une confiance renouvelée de Monsieur le Président de la République à l'égard de Monsieur Kamano. Elle traduit le choix assumé de la continuité de l'État, fondé sur l'expérience, la maîtrise des procédures gouvernementales et la nécessité de préserver la stabilité institutionnelle au sommet de l'appareil administratif. Je sais que le titre de ministre est un privilège, mais parfois il peut être un handicap. Ceci dit, le rôle du secrétariat général du gouvernement dans les circonstances actuelles, son rôle est déterminant. Le peuple guinéen vient d'adopter à une très large majorité une constitution. Des dispositions réglementaires sont en train d'être revues pour animer la constitution avec tout ce que nous devons faire pour fonctionner en conformité avec l'esprit et la constitution. Cette séance d'installation révèle toutes les prérogatives du nouveau promu, qui a d'ailleurs géré ce poste hautement stratégique de l'État. Très ému par cette confiance renouvelée en sa personnalité par le président de la République, Mamadi Doumbouya, Kamba Benoît Kamano s'engage à assurer pleinement la continuité des actions publiques pour le développement socio-économique durable de la nation. Avec la confirmation de Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, nous avons une obligation supplémentaire, la stabilité pour accélérer ce processus. Le pays a besoin d'un gouvernement qui décide et d'une administration qui exécute vite, bien et proprement les instructions. Le secrétariat général du gouvernement sera le point d'équilibre entre la vision politique et l'exécution administrative. Je le dis sans détour, nous n'avons plus de brouillon à faire. Le président de la République l'a également évoqué qu'une gouvernance participative est une main tendue, un mandat pour les femmes, une promesse pour la jeunesse. Ce cadre d'échange mutuel vient ainsi éclairer les défis imminents et importants de ce département ministériel. Pour ce faire, la rigueur dans l'exécution des actions publiques constitue un levier essentiel pour une meilleure stabilité du processus de développement amorcé dans le pays. Et puis la directrice générale des élections a procédé à l'inauguration du magasin régional de stockage des kits et documents électoraux de la région administrative de Kindia. La cérémonie a été suivie d'un point de presse au cours duquel l'accent particulier a été mis sur l'évaluation de l'organisation des dernières consultations électorales et les perspectives d'amélioration du processus. Marwan Gamara nous fait le point. Cette nouvelle infrastructure moderne et sécurisée est destinée désormais à centraliser et préserver l'ensemble du matériel électoral dans la région administrative de Kindia. Un dispositif pour sauvegarder des kits électoraux avant, pendant et après les opérations. L'infrastructure est officiellement inaugurée par la directrice générale des élections, accompagnée par les autorités régionales de Kindia. La construction des magasins régionaux de stockage et d'entretien du matériel électoral est non seulement une vision, mais aussi et surtout une volonté du chef de l'État et de son gouvernement d'inscrire désormais notre pays dans le concert des nations démocratiques. Elle traduit également l'engagement de la plus haute autorité à garantir les institutions par leur renouvellement périodique conformément aux dispositions de notre Constitution. Au terme de la cérémonie inaugurale, la directrice générale des élections a animé un point de presse consacré à la revue de l'organisation des dernières élections dans la région. Objectif, analyser le déroulement du processus électoral, identifier les forces et les insuffisances en vue d'améliorer les prochaines élections à venir. Nous avons tenu, après l'évaluation du scrutin référendaire du 21 septembre 2025 et le scrutin présidentiel du 28 décembre 2025,
investiture du président de la République élu. Après l'atelier d'évaluation de ces deux scrutins, il était le devoir de l'organe en charge des élections de notre pays de faire le point de la situation par rapport au reste des échéances à venir, conformément au programme qui avait été déroulé depuis plus de 3 ans maintenant. Par cette série d'activités, l'administration électorale confirme son engagement en faveur d'élections mieux organisées, plus transparentes et conformes aux standards démocratiques. Et toujours dans l'actualité nationale, la mission de l'ITIE Guinée poursuit sa campagne d'information autour des rapports 2022-2023 dans les localités de Gawal et de Télimélé. La mission a présenté aux populations les contenus de ces rapports en mettant l'accent sur les paiements effectués par les sociétés minières opérant dans leur zone. L'objectif est de renforcer l'information des communautés sur les revenus issus de l'exploitation minière et de promouvoir une meilleure transparence dans la gestion des ressources extractives. Moussa Kouyaté. La mission a longuement échangé avec des populations impactées des activités minières de Gawala et de Télimélé autour du contenu des rapports ITI 2022-2023. Nous avons compris ce qui se passe au niveau des industries extractives et ce qui se trouve comme rapport entre ces industries et l'État. Donc nous sommes très contents et nous rendons compte à qui de droit. La théorie est bien posée, les textes sont clairs. Ce qu'on veut dire ici, c'est de tout mettre en œuvre pour quand même jouer un bon rôle pour que les zones impactées, les communautés rentrent dans les positions de leur situation. Après Gawala, la mission s'est rendue à Télimélé à la rencontre des citoyens massivement mobilisés ici à la commune urbaine. Une démarche saluée par les populations impactées de Gawala et de Télimélé. Les sociétés minières, elles payent les taxes. Mais est-ce que ces taxes payées sont bien utilisées? C'est d'où la nécessité de créer cette mission qui va être l'interface entre les sociétés minières, l'État et les communautés impactées. Les missionnaires ont félicité les populations de Télimélé pour leur engagement autour des rapports et d'en tirer profit. Tous ceux qui étaient présents dans la salle ont apprécié vraiment et ont recommandé que de telles présentations soient régulières et la mission leur avait demandé à ce que chacun puisse restituer aux autres qui n'étaient pas dans la salle. Des émissions en langue de tiroir sont prévues à chaque étape de la tournée dans les médias de proximité pour élucider davantage. À Mamou, l'administration scolaire intensifie les actions de suivi et d'encadrement des enseignants en situation de classe. Dans cette dynamique, les directeurs communaux et sous-préfectoraux de l'enseignement élémentaire se sont retrouvés autour d'une concertation pédagogique. Objectif, définir des stratégies plus efficaces pour améliorer la qualité de la formation et des apprentissages dans les établissements scolaires de l'ensemble de la région de Mamou. Des détails dans ce reportage de Mamadou Paté-Baldé, notre correspondant à Mamou. Le suivi et l'encadrement de proximité des écoles élémentaires entrent dans une nouvelle phase. Dans la circonscription scolaire de la région administrative de Mamou, les acteurs du système éducatif planchent sur l'élaboration des outils pédagogiques. Ces documents permettront aux directeurs communaux et sous-préfectoraux de l'enseignement élémentaire d'avoir un œil clair sur l'encadrement des directeurs d'école dans la gestion des enseignants en situation de classe. Lorsque les DS sont formés, cela va permettre à ces DSE de fortifier la formation des enseignants. Et lorsque la formation des enseignants est fortifiée, c'est la réussite scolaire qui va être boostée. Déjà, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, initiateur de cette concertation, a pour ambition d'amener les acteurs du système éducatif de la région à s'approprier ces outils afin de relever le défi. Si vous formez des personnes, vous renforcez les capacités et que vous ne faites pas un suivi pour voir
ce qui a marché pour pouvoir corriger éventuellement des lacunes. Il va de soi que vous n'allez pas vraiment atteindre l'objectif qui était fixé. Je les ai invités vraiment à assumer leurs responsabilités, à continuer à maintenir le suivi régulier des enseignants en situation de classe, non seulement pour leur présence effective dans les classes, dans leurs zones d'affectation, mais aussi pour leur perfectionnement, pour ce à quoi ils vont donner aux enseignants. Cette formation de DSEE marque donc une nouvelle ère dans la formation et l'apprentissage des élèves. Elle va donc améliorer sans nul doute la qualité de l'enseignement et la gestion pédagogique dans les établissements d'enseignement scolaire de la région. Le concours d'excellence en dictée PGL entre dans une phase décisive à travers le pays. En région forestière, 57 candidats sont en lice pour décrocher une place qualificative au niveau national. Un défi de rigueur et de concentration porté par l'ambition commune de monter sur le podium. Au-delà de la compétition nationale, l'enjeu est de taille, représenter la Guinée lors de la phase finale internationale prévue au Canada. Retour sur cette étape régionale avec notre équipe déployée sur place. La Guinée forestière, dans les préparatifs de la 4e édition du concours international de dictée PGL à l'école primaire Mamadou Konaté de Zérekoré, 57 candidats issus des 6 préfectures de la région s'affrontent pour une place qualificative pour le niveau national. Si notre pays règne actuellement grâce à sa victoire à la dernière édition au Canada, Zérekoré souhaite porter le flambeau de cette année. Si nous parlons de la Guinée, nous voulons aussi que notre région soit aussi bien placée. Et c'est dans ce cadre que nous avons organisé ce concours depuis les écoles, en passant par les préfectures, et aujourd'hui nous sommes au niveau régional, où nous présentons 57 candidats, et sur les 57 candidats, un candidat ou une candidate sera retenu pour participer au concours national. À l'issue de cette épreuve de dictée, mettant aux prises les représentants de 57 établissements scolaires de la région, Catherine Delamont de l'école primaire Mariama Kamara Sogipa de Djeke dans la préfecture de Yomo rafle la première place. Je suis très content d'avoir ma candidate admise pour ce texte de sélection pour représenter la forêt. Je suis très content. Visant à promouvoir l'excellence en milieu scolaire, le concours de dictée PGL se veut également un espace d'émulation entre les pays francophones. À la même page, à Mandiana, le lycée Pathé Diallo fait peau neuve. L'établissement entièrement réhabilité et doté de nouveaux équipements a été officiellement inauguré. Cette action résulte de l'engagement pris par Lasne Awadoumbouya, directeur adjoint de cabinet à la primature, en faveur de l'amélioration du cadre éducatif local. L'infrastructure a été confiée à la direction préfectorale de l'éducation afin de répondre aux besoins pédagogiques et de renforcer l'offre de formation dans la zone. Djamakaba. À Mandiana, un fils du terroir répond aux attentes du système éducatif. Chantier du jour au cœur de cette mobilisation, inauguré officiellement le collège lycée Pathé Diallo, en souffrance depuis plus de 50 ans. Au total, une cour de 2 hectares, 18 bâtiments et 32 salles de classe pour changer l'image de cet établissement d'enseignement public construit depuis 1971. Avantage, permettre à cette municipalité minière de s'adapter de plus en plus aux enjeux de nouvelles pédagogies et l'évolution démographique. Monsieur Lansine Awadoumbouya, le directeur de cabinet adjoint à la primature, s'est engagé à rénover les 18 salles de classe où nos frères, nos enfants, nos maîtres, nos enseignants, nos professeurs n'étaient même pas en sécurité. Dans un premier temps, ça c'était devenu presque le nid des animaux, des moutons, des chèvres et des gens mal intentionnés et certains malfrats qui venaient aussi séjourner. Mais à partir d'aujourd'hui, la clôture est faite et ensuite l'encadrement devient très facile pour la direction préfectorale du lycée. Cette priorité de l'actuel directeur de cabinet adjoint à la primature a un double enjeu: participer au développement local durable de Mandiana
et permettre aux enfants d'aller vers un environnement d'apprentissage adapté à leurs besoins. Aujourd'hui, ma satisfaction est totale à partir du moment que les élèves sont désormais dans un cadre d'apprentissage assez propice à l'assimilation des cours, ce qui était une grande préoccupation avant. Et aujourd'hui, je crois que nous avons trouvé la solution à cela. Toutes les parties s'engagent désormais à accompagner le rythme des réformes scolaires pour contribuer à la stabilité sociale et stimuler la croissance économique dans cette ville aurifère et agro-pastorale. Dans la préfecture de Dubrika, la dynamique du développement local se renforce. Autorités administratives, élus locaux et organisations de la société civile conjuguent leurs efforts pour promouvoir une gouvernance fondée sur la participation et la concertation. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu la première session du conseil administratif préfectoral consacrée à l'évaluation des actions menées et à l'identification des priorités stratégiques à venir. Aboubakar Djabi. À Dubrika, les travaux de la première session du conseil administratif préfectoral au compte de cette année 2026 viennent d'être lancés pour se pencher sur la nouvelle perspective. C'est ici, à l'amphithéâtre de l'Institut supérieur des arts Mori Kanté, qui a servi de cadre à la tenue de cette activité. À l'ordre du jour, passer en revue le bilan des activités réalisées pour se projeter sur les défis imminents. L'esprit est de ramener tout le monde sur la mobilisation des recettes au niveau des collectivités, sur la sécurité des personnes et des biens, sur la connaissance des services de la préfecture. Tout ça là, tous ces rapports-là sont déjà là et vous discutez, vous faites une orientation de culture. Donc quand c'est comme ça, vous retrouvez à chaque fois, c'est un mi-parcours. On ne peut pas faire toute l'année, toutes 2 ans, ou bien toutes 3 ans, sans que vous ne faites quand même un mi-parcours, ce que vous avez fait. L'organisation de ce conclave marque une étape décisive pour matérialiser les bonnes pratiques administratives locales au niveau de la préfecture de Dubrika. Il représente une aubaine pour les autorités à tous les niveaux pour booster le développement local, axé sur l'obligation des résultats. Cette vision constitue aujourd'hui un repère essentiel pour l'administration publique en général et particulièrement pour les administrateurs territoriaux en vue de faire asseoir les bases d'une gouvernance territoriale au service du développement et des communautés à la base. Cette première session du conseil administratif préfectoral de Dubrika constitue un espace de dialogue inclusif qui mobilise autorités administratives, élus locaux et acteurs de développement autour d'un idéal commun porté sur le développement harmonieux et durable de la préfecture. Sans transition, la délégation spéciale de la commune urbaine de Zérékoré a tenu sa session budgétaire annuelle 2026. Les travaux ont été marqués par la présentation du compte administratif de l'exercice 2025, suivi de l'adoption du budget primitif 2026, arrêté à près de 6 milliards de francs guinéens. Reportage Lancé Kamisoko, Mohamed Saloupaye. La gestion des finances locales au cœur des échanges de cette session budgétaire 2026 de la commune urbaine de Zérékoré. Cette session a permis de faire le point sur les actions menées au cours de l'année 2025 à travers la présentation d'un compte rendu administratif. Elle met également en lumière les réalisations et les perspectives d'amélioration de la gestion des affaires communales pour le nouvel exercice. Ce conseil permet de programmer le travail que la commune doit faire pendant l'année 2026. Comment mobiliser aussi les recettes locales pour que la commune puisse travailler. Nous avons vu déjà l'effort que la commune a fourni l'année dernière parce qu'il y a eu des dallos réalisés, d'autres travaux, la rénovation de la commune. La détermination de tous les partenaires compte, car ce sont les bons résultats de tous les acteurs et réunis qui constituent le budget de la collectivité, sans lequel
il n'y a pas de développement. Pour l'année 2026, les membres de la délégation spéciale ont examiné et validé un budget primitif estimé à près de 6 milliards de francs guinéens. Un budget qui se veut réaliste et orienté vers le développement et le renforcement des infrastructures. Il ne faut pas chercher à inventer, faire des choses qui ne peuvent pas se réaliser, proposer des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Il faut être objectif. C'est pourquoi le président de la délégation spéciale seul ne l'est pas s'asseoir pour le faire. Il faut appeler tout le monde pour que tout le monde participe à l'élaboration de ce document pour que l'exécution soit réelle. À travers cette session budgétaire, la commune urbaine de Zérékoré réaffirme sa volonté de promouvoir une gouvernance locale plus transparente et inclusive au service du développement durable et du bien-être des citoyens. Dans un autre registre, à Tanene, dans la préfecture de Dubrika, un complexe agro-industriel participe à la valorisation des variétés productives du manioc implanté par Eladj Mokhtar Amin Doumbouya. Cette initiative couvre toute la chaîne de valeur de la terre à l'assiette et génère des opportunités d'insertion socio-professionnelle tout en suscitant des vocations agricoles. Un centre d'apprentissage agro-pastoral y assure la transmission d'un savoir-faire de plus de 3 décennies. On en sait davantage avec Fodé Camara. À Dubreka, sur la route du manioc, féculent omniprésent dans le panier de consommation des ménages, notre équipe de reportage a pu contempler le pont unique de Tanene, avant de découvrir, à 7 km du pont unique, le petit village de Bangalanyima. Le Rudi de Fria a choisi cette petite oasis du littoral pour promouvoir des cultures fruitières exotiques comme ce pamplemousse amélioré et d'autres produits agricoles. La star de toutes les spéculations de ce domaine agricole est le manioc, des variétés locales du Fouta et du littoral, comme le Konkoyoka et d'autres variétés étrangères très productives, sont expérimentées ici par Eladj Mokhtar Amin Doumbouya, ambassadeur de la paix et entrepreneur agro-pastoral de près de 34 ans d'expérience. Quand vous avez 35 kilos, vous imaginez, vous avez 120 kilos par hectare. C'est le seul manioc qu'on peut récolter maintenant là, et on mange maintenant. C'est pas comme l'igname, c'est pas comme la patate douce. Non, le manioc, c'est consommable dès le premier 3 mois pour développer un pays. Pour combattre la faim, je crois qu'on donne la priorité au manioc. Fraîchement récolté, le manioc est transformé sur place. Un dispositif semi-industriel est installé avec les femmes en première ligne. Des femmes dont les petites mains habiles enlèvent les fibres et découpent minutieusement le manioc. Une transformation de la pâte de manioc qui se poursuit dans les entrailles des machines. Des petits grains transformés en akeke et d'autres dérivés comme le gari ou la farine de manioc. Des dérivés qui vont bientôt se retrouver dans les assiettes des consommateurs. Tous les aspects du manioc est consommable. La feuille de manioc est consommable. Voyez-vous, la tige de manioc, ça peut même soigner à certaines bases de infection. Alors, voyez-vous, de début à la fin, le manioc est consommable. Ça peut contribuer pour la santé de notre population. Riche en vitamine C, en potassium et en fibres, le manioc améliore la digestion et soutient le système immunitaire. Au-delà de toutes ces vertus, le manioc a une insuffisance à corriger pour satisfaire les critères compétitifs de productivité. Et alors, le seul à peu près inconvénient du manioc, deux fois ça affaiblit la terre. Et la terre, là aussi, nous avons trouvé la solution à ça. C'est pourquoi que les Ivoiriens veulent venir apprendre chez moi. Ils ont découvert qu'à l'âge de Mouya peut travailler sans affaiblir la terre au manioc. Donc c'est pourquoi l'école est construite. Je suis prêt à donner mon expérience à mes frères guinéens, ceux qui sont intéressés dans le projet agricole. À l'instar de la valorisation du manioc, le paysan leader Eladj Mokhtar Amin Doumbouya a installé une chaîne de transformation de la pomme et du jus de la noix de cajou, de l'orange, de l'ananas et de la mangue. Un projet de diversification des actions agroalimentaires pour diminuer les nombreuses pertes post-récolte enregistrées au niveau des filières fruitières.
Ratoma, une rencontre d'échange et de sensibilisation a rassemblé filles et femmes autour des enjeux de l'autonomisation, du leadership féminin et de l'insertion socio-économique. Une initiative portée par les associations Aguidem et Sonoya, engagés sur le terrain. Au fil des discussions et des partages d'expériences, des pistes ont été mises en avant pour renforcer le pouvoir d'agir des femmes et consolider leur place au sein de la société. Marie-Angélique Bangoura, Aboubakar Sidiki sur un reportage. Accès limité à l'éducation, insuffisance de formation qualifiante, faible opportunité économique et violation persistante des droits fondamentaux, autant de freins qui entravent l'épanouissement des filles et des femmes. Face à ces réalités, cette initiative se donne pour mission d'accompagner, d'encadrer et de renforcer les capacités des filles et des femmes afin de favoriser leur épanouissement. Un débat qui concerne l'autonomisation de cette femme, l'insertion professionnelle de cette femme ne peut que m'intéresser. Donc, être là, discuter avec ces femmes, écouter leurs préoccupations pour pouvoir aussi, par moments, se donner des pistes de réflexion. Donc, c'est quelque chose qui est salutaire. La direction communale de la promotion féminine qui a fait des missions multiples dans nos quartiers pour répertorier les actions des femmes. Et Aguidem et Sonia s'inscrivent dans cette logique pour venir échanger avec les femmes de Ratoma, les écouter, leur montrer leur planning et leur programme. À travers leur expertise de terrain, les associations Aguidem et Sonoya unissent leurs forces pour valoriser le potentiel des filles et des femmes. À cette rencontre de Ratoma, elles mettent un accent particulier sur l'autonomie financière, la formation et le leadership féminin. Si une femme, elle est accompagnée pour qu'elle puisse trouver un travail qui est adapté à elle, parce qu'elle ne peut pas travailler toute la journée, oublier les enfants à la maison. Et l'éducation, c'est la femme aussi. Donc c'est pour ça qu'on lutte aujourd'hui pour l'émancipation de la femme et la jeune fille. Cette initiative vise à faire des filles et des femmes de véritables actrices de changement, capables de défendre leurs droits, de prendre des initiatives et de contribuer activement au développement durable et au progrès de leur communauté. À Tougué, dans la localité de Corboya, la solidarité communautaire s'est exprimée à travers une rencontre dédiée au renforcement du tissu social et à la promotion du développement à la base. Portée par l'association Team Bokeh, l'initiative a été marquée par des consultations médicales gratuites pour la prévention des maladies cardiovasculaires, mais aussi par des actions de sensibilisation en direction des jeunes. Objectif, encourager l'entrepreneuriat agricole et une participation active des populations à la réalisation d'infrastructures communautaires. À suivre dans ce reportage de Sarah Fidine Diallo et Tcherno Ousmane Diallo. C'est sous le sceau de la paix et de la cohésion sociale que les fidèles musulmans venus de divers horizons se sont donné rendez-vous à Corboya dans la sous-préfecture de Fatako, préfecture de Tougui. Initiée par les membres de la grande famille de Team Bokeh, la rencontre est surtout ponctuée de ferventes prières pour le développement de la Guinée. Prouve à suffisance qu'au-delà de la simple rencontre, nous avons l'ambition d'aller très loin. C'est ainsi que nous nous sommes fixés comme objectif, entre autres, le développement socio-économique durable des communautés en République de Guinée et stimuler une prise de conscience et des initiatives par la concertation et l'écoute. Nous sommes persuadés que ces nobles objectifs rejoignent ceux de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence, Monsieur Mamadi Doumbouya, et de son gouvernement. On a instauré la visite médicale. En fait, il y a une commission de santé qui a été mise en place pour en fait les maladies cardiovasculaires, le diabète. Pas mal de gens qui ont été en fait consultés dans ce cadre. Rencontre à dimension spirituelle et sociale, cet événement met en évidence la détermination des initiateurs à mobiliser toutes les énergies afin de renforcer l'union et promouvoir un développement participatif avec le soutien des autorités administratives. Nous avons fait des prières d'invocation, des prières surrogatoires pour que l'on s'unisse, pour que l'on s'aime, pour que l'on s'entraide, pour qu'ensemble, qu'on puisse régler les problèmes qui existent au sein de la communauté, au sein de la Guinée, de façon générale.
Sur la base de ces retrouvailles, de nombreuses infrastructures sociales sont réalisées en appui au plan de développement locaux et c'est là l'autre enjeu socio-économique derrière ces rencontres. Loin de leur village, mais profondément attachés à ces réalités, dans le district de Kénémandé, Balandougou, les fils et ressortissants se mobilisent pour soutenir les actions de développement local, une démarche citoyenne nourrie par la foi, l'engagement et le sens des responsabilités. La localité a été marquée par une journée de prière et de recueillement, un temps fort pour rappeler à chacun son devoir envers les habitants de ce village enclavé en quête d'un accompagnement. Moussa Komara. Ils ne s'étaient pas réunis depuis des années. Certains se reconnaissent à peine. Nous sommes à Kénémandé Balandougou, l'un des districts de la sous-préfecture de Niagasola. Dans un esprit de responsabilité collective, ces ressortissants sont venus des 4 coins du monde pour sceller un engagement commun. Penser et bâtir le développement local de leur village natal. L'objectif de ça, c'est de créer l'union et l'entente entre les fils du village pour qu'on puisse agir sur les problèmes dont nous sommes confrontés. Sans route praticable, l'isolement fait la loi ici. Le voyage vers Niagasola, par exemple, est une épreuve pour les habitants. Pendant la saison des pluies, la souffrance du village commence. Les jeunes sont dans la boue pour pousser les véhicules en chemin. Nous sommes totalement enclavés. Entre ici, Niagasola, c'est du calvaire. Aidez-nous. Face à ces défis quotidiens, des engagements sont pris. Les priorités sont identifiées. Chacun va apporter son expérience. L'idée est de mutualiser les compétences pour transformer ces villages qui manquent presque tout. Nous allons faire des projets. Compte tenu des petites expériences que nous avons eues à l'extérieur, nous allons mettre ça à la disposition de nos papas, de nos grands frères, de nos mamans, pour que le développement puisse arriver chez nous. Il y a beaucoup qui avaient quitté il y a des années et des années, mais Dieu merci, aujourd'hui, on s'est tous rencontrés ici, à Balandougou ici aujourd'hui, pour se donner la main. Avec cette belle initiative, Balandougou se réinvente. Marche de gala et recueillement au cimetière des ancêtres ont ponctué ce rendez-vous de foi et d'unité. Sport à présent, l'équipe nationale de futsal a affronté son homologue de l'Algérie au gymnase du stade du 28 septembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de futsal Maroc 2026. À la veille de cette double confrontation, les sélectionneurs des deux équipes ont, en conférence de presse d'avant-match, affiché leur détermination à s'imposer afin de décrocher une qualification pour la phase finale du tournoi. Images et commentaires, Mohamed Kifsila, Sadouba, Djibril Kamara. Le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Futsal Maroc 2026 se joue à Conakry. L'équipe nationale de futsal va jouer sa qualification contre l'Algérie. En conférence de presse d'avant-match, les staffs techniques des deux équipes affichent d'ores et déjà leur ambition afin d'honorer leur pays. Vraiment un honneur pour nous et une fierté pour nous de pouvoir disputer ce match de futsal sur le territoire guinéen. Une première pour le pays, une première pour un match de futsal de niveau international. Et à faire en sorte de répondre de la meilleure des façons et d'honorer le pays de la meilleure des manières. Demain, il ne faut pas qu'on soit 5, 10, 14. Demain, il faut qu'il y ait toute la Guinée derrière nous. Toute la Guinée derrière nous. Parce que sachez que nous, on ne trichera pas. Nous, sur le terrain, on ne donnera pas 100%, on donnera 200%, 300% de ce qu'on a. Cet écusson qu'on a là, on se doit de le représenter. L'Algérie, une équipe de futsal avec des joueurs évoluant dans plusieurs championnats européens, compte prendre le taureau par les cornes. On connaît plus ou moins la sélection guinéenne. On sait qu'elle est plus expérimentée que nous sur cette compétition. La sélection guinéenne a déjà participé à la Coupe d'Afrique, contrairement à l'Algérie qui n'a toujours pas fait ses premiers pas en Coupe d'Afrique. On prend au sérieux cette sélection guinéenne. On sait qu'on va avoir un match difficile. On est en Guinée, c'est à domicile. Ils sont un peu plus adaptés au climat et à l'environnement que nous. Depuis plusieurs semaines, l'équipe nationale de futsal se prépare conséquemment à Conakry pour pouvoir aborder cette double confrontation.
À ce jour, tous les joueurs sont quasiment aptes pour le match aller prévu ce mercredi 4 février. Le coup d'envoi est prévu à 16h au gymnase du stade du 28 septembre de Conakry. Le vainqueur de ces deux matchs jouera la phase finale de la CAN prévue au Maroc au mois d'avril prochain. Le Bureau guinéen du droit d'auteur marque une étape de sa gouvernance. Réuni en première session ordinaire, le conseil d'administration a passé au pays fin le bilan du plan annuel 2025 tout en traçant les nouvelles orientations stratégiques qui encadreront l'action pour l'année en cours. Un cadre d'échange et de décision au cours duquel les parties prenantes ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer la protection des droits d'auteur et de favoriser l'épanouissement des créateurs d'œuvres en Guinée. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba pour les détails. Engranger plus de bénéfices pour des résultats probants en faveur des créateurs d'œuvres, un renouvellement de l'engagement du Bureau guinéen du droit d'auteur BGDA à travers cette première session ordinaire de l'année 2026. Dans les débats, un rapport succinct de la gestion du plan annuel de l'an dernier et une projection pour l'année en cours. Les points à l'ordre du jour, nous avons la mise en œuvre des résolutions issues des précédentes résolutions, mais nous avons aussi le PTA à analyser 2025, le plan de travail annuel, qui va constituer la boussole pour la direction générale. Au cours de cette première session ordinaire, le conseil d'administration donne des orientations à la direction générale, des directives qui deviennent de facto une feuille de route qui coordonne toutes les activités à réaliser en 2026. Le conseil est satisfait des orientations données à la direction générale qui sont transformées en feuille de route et exécutées à la lettre. Le deuxième aspect est que nous ne sommes pas une équipe qui est statique, nous sommes une équipe dynamique, nous comptons même aller au-delà des orientations. Donc cette année, elle sera plus déterminante que l'année 2026 avec la collaboration de tous les partenaires. Aujourd'hui, nous sommes bien, nous les artistes. Nous remercions le Tout-Puissant et le Président de la République. La prise en charge sanitaire des artistes. La santé n'a pas de prix. Autre point à l'ordre du jour, l'analyse du protocole d'accord avec les assureurs de la prise en charge sanitaire en vue de son amélioration et déterminer le nombre d'artistes ayant bénéficié de cette prise en charge. Et pour finir, la diaspora guinéenne s'illustre une fois de plus par des actions en faveur du pays. Après plusieurs années passées aux États-Unis, un jeune Guinéen de retour au Bercail a initié la réalisation d'un complexe sportif et de loisirs au profit des jeunes de Conakry et Koya. À travers ce projet, le promoteur entend contribuer à l'encadrement de la jeunesse tout en soutenant les efforts des autorités dans le processus de développement national. Aboubakar Junior Camara. Une passerelle économique est établie entre la Guinée et sa diaspora grâce à la main tendue du chef de l'État. L'amélioration du climat des affaires amène les jeunes Guinéens vivant à l'étranger de venir investir au pays. Ibrahima Kamara vivant aux États-Unis est une illustration. Ce complexe sportif et de loisirs est réalisé par ce jeune dans son pays afin de créer de l'emploi et lutter contre la délinquance juvénile. Nous sommes là pour jouer notre partition dans le développement du pays. Un chef ne peut pas tout faire. Si vous sortez en aventure, si vous gagnez un peu, la première des choses, c'est d'aider les autorités qui font beaucoup de choses pour les Guinéens. J'ai réalisé ce projet pendant la période de transition. Installé au cœur de la municipalité de Koya, Doumbouya, en bordure de l'océan Atlantique, ce complexe a déjà créé plusieurs emplois dans sa phase de réalisation. Ce complexe est un ouf de soulagement pour nous, les autorités locales, surtout particulièrement à Doumbouya Centre, du secteur Nkunkoudé. Mon message est de dire à tous les Guinéens qui sont dans les diasporas de venir investir en Guinée. Les invités se partagent déjà le plaisir à travers ces exercices sportifs. On voit un lieu exceptionnel, exemplaire, qui répond aux critères
à la vision de la jeunesse du complexe est avantageux pour nous. Il a créé l'employabilité. Je trouve ici impeccable, propre. L'espace est très bien. Il y a de l'air pur, naturel. Et c'est mieux que les gens viennent ici. Ils vont se mettre à l'aise. Il y a plein de choses ici. Le monsieur qui a ouvert ici, je l'encourage beaucoup. Le promoteur s'engage à appeler d'autres jeunes vivant aux États-Unis d'Amérique à venir investir au pays. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Continuons d'avancer ensemble pour la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Excellent sur le programme sur la chaîne qui a pour mission de vous servir. À très vite.